as été très proche jusqu'à la fin. Ouais. Tu as pu l'accompagner autant que tu le voulais. Je lui ai touché la main, j'ai dit, je te vois à la Noël. Il m'a regardé. Bonjour et bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, sur les gens de notre invité, c'est Jean Reno. Je suis extrêmement content de le recevoir dans cette émission. Sachez que l'émission, elle est dispo aussi, si vous nous regardez sur YouTube. Elle est dispo aussi en podcast audio. On la met chaque semaine, tous les mercredis, vendredis et dimanches. On met une interview dispo en podcast audio et sur YouTube. Et en podcast audio, vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Deezer, Google Podcast ou Apple Podcast. On est numéro 1 des podcasts en ce moment. C'est incroyable. J'espère que ça va vous plaire. Jean Reno, au-delà d'être un acteur génial, on adore tous sa voix. Donc je pense que ça va être un podcast aussi son génial. On va le recevoir parce qu'il sort un livre, son premier roman, qui s'appelle Emma, chez XO Éditions. Une histoire sur fond de renseignement français, d'une masseuse qui part au Sultanat d'Oman. C'est hyper intéressant. Donc on reçoit Jean Reno aujourd'hui. C'est parti. Et bonjour, on est chez Légende. C'est Jean Reno. Légende. Voilà. Voilà. C'est le cap. Bienvenue. Ça va faire rire à quelqu'un qui est venu vous voir en vous disant « Vous voyez ce que c'est, ça? Vous savez ce que c'est ?» Un clap. Bienvenue, C'est Jean. formidable, hein, le mot clap. Est-ce que... On se tutoie ou on se vous voit? On se tutoie, allez. On se tutoie. Est-ce que tu as remarqué que la lumière du plateau ressemble à celle de ton livre? C'est amusé, Oui, essayer de tu as faire raison. les mêmes lumières. Maintenant que tu le dis. Tu as sorti, enfin les deux néons derrière, on a essayé d'assortir un peu à ça. Oh, merci. Tu sais, Non, sérieux. on a des Sérieux, cadeaux plus c'est sympas dans Ça l'émission. me touche, sérieux. Tu as sorti ton premier roman qui s'appelle Premier roman. Emma. Je comprends. Et là, tu es là pour venir nous en parler. Un roman, alors c'est rigolo, on parlait un peu de tous les sujets avant, mais il y a de l'espionnage dedans. Il y a la DGSE, il y a les services secrets extérieurs Il y a du français. romanesque, Il y a du romanesque. c'est important. Il y a de l'amour. Oui. Ça ressemble à un beau film, déjà en livre. Oui. Pourquoi tu aimes ce sujet, service secret, DGSE, c'est quelque chose J'aime bien sûr, ce qui est secret aussi. C'est con de dire ça, mais je crois que les services secrets, c'est pas que 007. Ah bah non. C'est souvent un boulanger, un libraire, un top. comptable. Il y a souvent un espionnage pour trouver l'information, pour savoir ce que l'autre fait, pour savoir la technologie qu'il a. Et j'aime l'idée de la personne qui travaille dans l'ombre. Et c'est ce qui se passe un peu avec elle. Faut pas vendre les livres, c'est pas ça. C'est que elle rentre dans une histoire d'amour qui va petit à petit changer sa vie, en passant par le côté mystérieux de son amant. Parce que son amant a plusieurs casquettes. Après les nuits magiques dans le désert, on va découvrir waouh, ce qu'il y a dans l'ombre. C'est l'histoire d'une masseuse, en fait, en Bretagne, pour la faire courte, parce que c'est compliqué de ne pas trop en dire. Parce qu'il va se passer plein de choses. On l'a vu, évidemment, entièrement. Une masseuse qui a une sorte de pouvoir un peu dans les mains, on y reviendra tout à l'heure. Le principe de cette émission, c'est de refaire la vie de l'invité. Ce que je te propose, c'est de refaire un peu ta vie et de revenir à chaque fois en rapport avec ta vie, de rebondir sur le livre. Je te suis. Je vous mets un lien cliquable sous la vidéo, si vous voulez chercher le livre de Jean, qui est sorti aujourd'hui. Vous pouvez aller le chercher, du coup, en cliquant dessous. Juste, tu as travaillé avec des gens de la DGSE pour préparer ce livre? Non. Parce qu'il y a des choses qui sont très réalistes, oui, avec des vraies techniques. Je te remercie. J'ai croisé des gens qui travaillent, encore une fois, dans ce qui est secret. Donc tu peux pas dire, tiens, je vais voir François, il va me raconter tout, puisque c'est secret. Donc tu ramasses des bribes, tu collectes, et puis tu cogites et t'imagines les choses. Si le public aime le livre et s'il il va bien, je veux dire, au niveau commercial, on me permettra d'écrire le prochain. Et dans le prochain, là, il faut que je fouille. Pour avoir... Oui, parce que je l'aime beaucoup. Elle est présente, tu sais. Emma, je la vois passer dans ma vie. Des fois, je suis au resto, je suis à la maison et elle arrive. Et j'écoute. J'essaye de voir, de vivre avec elle. Parce que je suis les personnages, tu vois, plus qu'une cause ou une histoire. Et quand elle est là, et là, je suis au point de la fin du bouquin, évidemment, mais évidemment, moi, je continue avec elle. Je ne peux pas m'arrêter au bouquin. Et je me dis... La fin est ouverte. Où est-ce que tu vas? Ouais.
Parce que j'aime l'idée de l'évolution de la vie. Parce que c'est ce qu'on fait, nous, tu vois. Pour moi, si tu veux, j'aime pas trop le terme « Oh, sa vie a changé ». Non, sa vie a évolué. Elle a évolué. Elle a évolué. Brutement, si tu veux, mais elle évolue. Et waouh. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Parce que je crois que ma plus grande aventure, ça a été ma vie. C'est ma vie. C'est ce que tu dis au début, d'ailleurs, en remerciement. Je crois beaucoup à ça parce que je crois que ça donne de l'espoir. C'est pas quelque chose que je suis là, moi je suis immobile comme un con, tu vois, et quelque chose va me tomber sur la gueule et ça va être une aventure. Non, elle est tous les jours. Elle est extraordinaire. T'es le capitaine de ton navire. C'est ça. C'est toi qui l'emmène où tu veux. C'est ça que j'aime, tu vois, que tout le monde ait cette aventure-là. Tu l'as envoyé à des gens avant pour J'ai commencé. lecture. Maintenant, hier. Ah, c'est vrai. J'ai commencé hier. Parce que physiquement, tu l'as... Mais je ne l'avais pas physiquement. Ah oui, c'est vrai, tu l'as pas eu avant. Non, je l'ai eu le premier, je l'ai eu il y a 15 jours. Et ça te fait quoi quand tu te retrouves avec... Tiens, j'ai failli pleurer. Ah oui? Bah ouais, j'ai pensé à mon père, à ma mère, je me suis dit, putain... Vous auriez été contents de le voir. Oh ouais. Ouais, bah c'est... L'odeur, tout. Ouais, on est d'accord. Ça me touche beaucoup, ouais. Quand j'ouvre un livre, ouais. je le sens. C'est physique, un livre. C'est physique. Formidable. Combien de temps ça t'a pris à écrire Longtemps. une histoire? C'est long? Longtemps. Je suis copain avec Marc Lévy, qui est un grand écrivain. Et lui, les histoires, c'est sans arrêt, tu vois. Moi, je ne suis pas écrivain, moi, je raconte des histoires. Et lui, c'est les intrigues, tu sais. Tu le sens, 24 heures sur 24. Je crois qu'il a écrit 29 bouquins, c'est incroyable. Donc moi, non, moi j'ai mis tous avec elle, je suis resté avec Emma, longtemps. Elle m'a pris par la main, elle m'a amené à Oman et on a continué. D'abord, c'est la rencontre avec son mec. Ça, pour moi, c'est un mec, à mon avis, qui a à mon avis, évidemment, c'est dans le bouquin, qui une éducation Londres. Un type qui vient d'Oman, toute son éducation, c'est à Londres. Pour moi, il a 35 ans. Il est costaud, intelligent, c'est le fils du Premier ministre, t'imagines déjà. C'est un mec de pouvoir, déjà à l'université, tu vois. C'est formidable. Il paraît pas sympa, de prime abord. Mais il l'aime. Mais il l'aime. Ouais. Il l'aime. Tu peux pas le condamner. Évidemment qu'il n'est pas sympa, parce qu'il bosse dans l'ombre. Et évidemment, il est dans le pouvoir, mais il l'aime. En fait, en gros, Emma va se faire enrôler, ça on peut le dire, parce que c'est le début, par les services secrets pour suivre son amour. Voilà, une certaine mission. Voilà, on va pas trop en dire, parce que... Mais après, c'est bien aussi d'en donner un peu pour comprendre un peu de quoi ça parle. Mais j'ai vu que tu disais pas parce trop... Parce qu'elle est dans l'œil du cyclone, alors comme c'est secret, le service, il est toujours là à te regarder, il sait où t'en es, tu vois. Il voit tout. Et ça, c'est très vrai. C'est-à-dire que pour l'enrôler, ils lui disent « Ah, tu veux peut-être pas nous aider ?» C'est dommage, parce que sinon, on a ça comme photo. Ah bah oui, parce qu'il y a des drones. Désert, voilà. C'est vrai. Ça, par exemple, tu t'es mis au courant quand même de manière très pointue. Nous, c'est ce qui nous a marqué. On a lu avec l'équipe le livre, on s'est tous regardés, on a dit « Mais il y travaille, c'est pas possible. » Oui, il faut. Est-ce qu'il y a des comédiens qui sont, tu crois, dans les services secrets, qui ont été déjà utilisés dans certains pays? Tout est possible. Et je vais te dire, tu verrais mon passeport, on ne va pas se vanter, mais le nombre de cachets, le nombre de pays que tu as sur 10 ans, que tu as dans le passeport, je me suis toujours dit, quand tu appartiens à des pays qui sont en guerre, et que tu es comédien, que tu sors et que tu rentres... C'est un bon alibi, quoi. Bah, évidemment. À l'époque communiste, est-ce que tu crois que les sportifs, parce que ça, je le sais, quand il y avait le mur encore à Berlin, que ça venait de l'Est pour jouer au handball en France, est-ce que tu crois que dans l'équipe, il n'y avait pas de gens qui étaient là pour le renseignement? Le danseur Nouriev, comment il est venu en France quand il est sorti de Russie? Évidemment. Oui, il y en a eu plusieurs. Voilà. Pour reprendre ta vie, tu es né en 48 à Casablanca, au Maroc. C'était hier. Parents espagnols, andalous, ouais. Qui ont fui le régime de Franco, qui vont s'installer au Maroc après, qui est sous protectorat français à l'époque. Oui. Tu parles quelle langue maternelle, vraiment quand tu... La première langue a été l'espagnol. Première langue espagnole. Jusqu'à l'âge de 5 ans, à l'école, le français est arrivé. Et ta mère t'a appris à observer les gens. Ça, c'est très intéressant. Oui. C'est quelque chose qu'on fait plus assez, peut-être. On n'écoute plus et on regarde plus assez les autres. Bah, tu sais, elle avait l'habitude de se mettre au balcon après déjeuner. On était au 2e étage, c'est une petite rue à Casa, et en face,
il y avait un garage. Et moi, je me collais contre son bras. Comme ça, je mettais ma tête contre son bras droit. Et elle commentait, toujours. Elle dit, tiens, regarde, il a une drôle d'allure. Hein. Qu'est-ce que tu penses? Il est quoi? Il est comptable? C'est le mec qui passait comme ça. Tu vois? Genre, ouvre tes yeux, ouvre tes oreilles. Elle était pas... Fais ça. C'est plutôt... Tiens, regarde. Apprends. Oui. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu dis? Tu vois, il y avait ça. Et moi, je le fais. Au départ, j'ai fait le con quand j'ai commencé à travailler sur un plateau, que je sortais des cours. Je disais, non, pourquoi tu fais ça comme ça? Il faut que tu fasses ça, fais ça. Je pensais tout savoir. Ouais. Et les gens, pour qui se prend ce con? Tu vois, ça donnait ça. Et je me suis dit, mais non. Tu la fermes, tu laisses, et tu fais. C'est tout. Ou alors tu te prends pour qui? Pour Stallone ou pour Dieu? Pour Stallone? Non, tu ne prends pas pour Stallone. Ni pour Dieu, d'ailleurs. Tes parents ne comprenaient pas trop ta passion au départ? Quand tu voulais Oui. être comédien, aller au cinéma, etc. C'était pas un métier... pour eux, c'était trop éloigné peut-être de leur vie? Mon père, ouais. Mon père, c'est un ouvrier. Et au bout d'un moment, j'ai fermé la gueule. Je ne pouvais pas. À la maison, tu ne pouvais pas dire à ton père. Quand il a su que j'avais fait une télé à Rome avec Julio Iglesias, il m'a regardé, parce qu'il était presque vexé. De s'être trompé? Il avait peur. Pour lui, tout ce qui est artistique, ou ce que vous faites, tout ce qui est pas métier palpable, ça va pas durer. Il va pas pouvoir gagner sa vie, s'acheter des chaussures et acheter à manger pour ses enfants, tu vois. Ouais, c'était ça l'ambiance, quoi. Toi, tu habites à New York aujourd'hui? Oui. On y reviendra tout à l'heure. La nature te manque pas à New York? La nature? Non, parce que je vais au Beau de Provence très souvent. Quand j'ai des vacances, je vais au Beau. J'ai été élu conseiller culturel des Beaux, donc j'ai créé un cours de théâtre, un cours de chant. J'essaye. Les Beaux, c'est tout petit, il y a 450 habitants, c'est magnifique. C'est une région extraordinaire. Je suis là depuis 96, moi, ça fait donc très longtemps. Je connais toutes les pierres, tous les arbres, tout le monde. Et je travaille. Je travaille pour la ville. J'aime l'idée. Je n'aime pas l'idée de résidence secondaire. Ce mot, pour moi, c'est résidence secondaire. Parce que le mec ne s'implique pas autour. Il va même pas frapper en face chez le voisin et dire, dis donc, je t'ai amené de la mayonnaise avec un gâteau, on va manger. Tu vois, moi, j'aime bien m'impliquer. Dis donc, qu'est-ce que tu fais? Il faut qu'on coupe le machin, là, du bois qui gêne sur la route. Ça empêche tout le monde de passer. On va le faire. Tu le fais avec moi? Allez, on y va. Je te jure. La vraie vie, quoi. Mais c'est ça. Ou alors tu vis, quoi. C'est Michael Jackson. Tu vis avec un masque. Et tu vis seul? Évidemment. Tu dois vivre avec l'autre. Tu dois écouter l'autre et l'écouter. Ce métier, ça t'a éloigné de ça par moment? Quand tu enchaînais les tournages, de plus avoir ce naturel, et tu le cites dans C'est à vous, tu dis, Brel arrive dans un restaurant, il parle, il y a une cour autour, et du coup tu perds ce naturel, entre guillemets, avec les gens. Ouais, mais j'ai eu de la chance, je suis arrivé. Où est-ce qu'on arrive, hein? On arrive nulle part, hein. En tout cas, j'ai sorti la tête de l'eau, on va dire, j'étais assez âgé. J'avais pas 20 ans, j'avais 30 et quelques. C'est pas si vieux non plus. Hein, mais... Non, mais... Oui, c'est difficile. Tu vois, quand t'as 20 ans, t'as tout le monde qui te regarde. Oh, elle est bien ta chemise, tu vois. Salut, t'es bien? Tu viens manger? Et là, t'es mal. Tu te prends, là, tu t'envoles. Là, ça fait... Tu vois, ça, tout de suite. Et non. Et moi, j'ai des potes qui sont terre à terre. J'ai des potes qui n'ont pas de blé et j'ai des potes qui ont beaucoup de blé. Donc, j'ai eu cette chance-là. Donc, les deux sons de cloche. T'es équilibré. Ça t'équilibre. Je crois. Tout. Et c'est important que des gens qui te disent la vérité et qui ne vont pas te flatter. Exactement. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. N'oublie pas ça. C'est vrai, c'est vrai. C'est La Fontaine. Hein. Mais c'est compliqué d'être équilibré dans ces métiers-là où tu dois être un bon papa, un bon mari, un bon copain, un bon pote, un bon amant, un bon... utilise la personne avec qui tu vis et utilise tes potes. Parce que personne n'a la science infuse ni le regard à 360, là, tu vois. Nous, on regarde que là. Voilà. Et parfois, c'est les enfants qui vont te dire des choses pour te remettre dans... Tu sais, quand tu fais une erreur ou... je sais pas... Tout de suite. On te rate pas.
tout de suite. Les enfants, ça rate pas. Hein. Non, c'est normal. Heureusement. Tu traites de boomer à un moment donné, enfin, dans le livre, dans ton roman, Emma, Éric Martel, qui est un agent de la DGSE, et tu dis, tiens, il avait un look de boomer, donc un ringard, etc. Ouais. Est-ce que tes enfants t'ont déjà dit, papa, parce qu'on est tous le boomer de quelqu'un, on est tous... hein. Est-ce qu'ils t'ont déjà dit, papa, ça c'est boomer, fais pas ça, tu peux pas dire ça, tu te rends compte? Ouais, surtout sur la musique. C'est-à-dire on s'affronte beaucoup sur la musique, parce que t'imagines, tu l'as dit, ma date de naissance, en 48, donc moi, mes années, c'est les années 70. C'est les Stones, tu vois, Eric Clapton, c'est ça. C'est pas la même musique que tes enfants écoutent, c'est ça? Du tout. Donc... T'as essayé d'en faire écouter? Ils supportent, ils attendent. C'est le quart d'heure de mon père, donc je vais attendre. Il va me gonfler, ouais, laisse-le. Laisse-le kiffer, laisse-le kiffer un peu. Ils disent rien parce qu'ils osent pas, mais 2 minutes après, ils ont oublié. Oui, c'est ça. Alors, des fois, je pique des choses que j'entends. Chez eux. Pas souvent. Moi, j'aime bien l'idée d'acheter et de faire ma playlist. On me dispute Spotify, par exemple, ces trucs de streaming, là, ou Apple Music, ça, j'ai pas. C'est vrai? J'ai Spotify parce que ma femme a pris pour la famille, mais moi, je veux ma liste à moi. Je dois avoir 1600 trucs. Et, ça c'est bon parce que j'écoute ma liste. Et là, il me traite de ringard. Regarde, mon père, c'est un con. Je te jure. Qu'est-ce que tu veux? Mais c'est comme ça. Et est-ce que tu as eu, dans ton enfance, pour comprendre, après on va revenir là-dessus, est-ce que dans ton enfance, tu as eu beaucoup de je t'aime? Parce que c'était pas l'époque où on était chaleureux. Non, ma mère, pas mon père. Ta mère te le disait beaucoup? Non, mon père, c'est un Andalou du 19e siècle, donc pour lui, il te regarde. C'est la base, c'est la peur. Tu sais, c'est un immigré. C'est dur. Il y a une peur qui est transmise. De ne pas être assimilé, d'être montré du droit, de ne pas savoir assez la langue, de ne pas être précis, d'avoir un accent, d'avoir des vêtements différents. Tout est une peur, tu vois. Et toi, tu t'imprègnes de cette chose, évidemment. Et dans les phrases et entre les phrases. Mais ma mère, oui. Ma mère m'appelait Mi Cielo. Et sans le savoir, mon ciel, ça veut dire. Pas Cielito, parce que ça, c'est les chansons. Petit ciel. Elle m'appelait Mi Cielo, Mi Juan. Sans le savoir, ma femme a appelé notre premier fils, on a deux gamins, Cielo. Sans savoir que ma mère m'appelait Cielo. Incroyable. Et un jour, elle est venue me dire ça. Alors, j'ai eu, pour répondre à ta question, elle, oui. Beaucoup de chaleur. Elle t'a fait, elle t'a porté, t'imagines. Mais lui, non. Et ça, par moments, à mon adolescente, quand elle est partie, elle est partie, j'avais 17 ans, elle a eu un cancer des os, ça a été très dur pour lui. Là, j'ai vu la peine de mon père, ça aussi, c'est surprenant. Parce que tout d'un coup, tu découvres que ton père est fait de chair et d'os et de sang. C'est un humain, Waouh! Parce que je me souviens que l'avion a quitté Casablanca, elle est partie parce qu'elle devait être soignée à Montpellier, et lui, il s'est cassé en deux sur la terrasse. À l'époque, on pouvait aller sur des terrasses et voir les avions. Aujourd'hui, à cause des attentats, on ne peut plus. Il s'est cassé en deux, tu vois. Et il s'est mis à chialer. Je le vois encore, là. Oh. Dur. Toi, t'avais 17 ans. 17, ouais. Ça t'a rapproché de ton père? Oui, quelque part, oui. On avait toujours des conversations sur un trottoir. Alors, il descendait, ou moi je descendais dans le caniveau, on montait, on descendait. Oui, c'était rigolo, il est à la flotte. Et souvent le matin. Et là, pouf, on parlait dans les trucs philosophiques, ça partait, et ceci et cela. Et il ne comprenait pas. Et moi, j'étais déjà acteur. Quand mon père est parti, j'ai commencé à gagner ma vie, tu vois. Et t'as vu acteur? Il m'a vu. Mais il avait une peur le côté éphémère, tu vois. Alors que moi, je suis convaincu, d'abord, depuis le départ, que j'allais être acteur,
Et que si c'est pas par là, c'est par là-bas. Mais je vais le faire, tu vois. Mais tu le seras. Ouais. Et si c'est pas au théâtre, ça sera sur le mur, ou par terre, ou les pieds en l'air. Mais on va le faire, t'inquiète pas. On va prendre un pote et on va faire une pièce de théâtre. Je vais arrêter de parler. Je te gonfle là. Tu rigoles, d'accord. pas du tout. Merci. Mais c'est fou, parce que ça ramène les souvenirs, tu vois. Non, j'allais te demander, je réfléchissais, j'étais en train de me dire, est-ce que je donnerais pas tout pour repasser un jour de mon enfance? J'étais en train de penser à ça. Quand tu parles de ça, tu sais, des souvenirs caniveaux et tout, ça m'a rappelé mes copains. Maintenant, on se met plus dans le caniveau. Mais tu peux pas savoir ce que tu viens de dire. Il y a 2 jours, ça fait 2 jours que je suis obsédé par la chanson « Il suffisait de presque rien » de Serge Reggiani, parce que dans la chanson, il y a marqué « Personne ne repasse par sa jeunesse ». Je trouve ça d'un triste. Je suis retombé sur des photos et c'est pour ça que je pensais à ce que tu veux. Je voyais des photos du camping et je donnerais tout. Tu le sais déjà, et t'es jeune pourtant. Mais ça marque à vie. Il faut profiter de sa jeunesse. J'essaie d'avoir des discussions avec mes parents maintenant, ouais. à chaque fois que je les vois, et pour apprendre sur eux, tu vois, et de leur dire, tiens, quel est le plus gros regret de ta vie? Qu'est-ce que tu referais différemment? Génial. Ils ont de la chance, tes parents, de t'avoir. C'est gentil. Tu sais, pour essayer de comprendre... et mes parents m'ont dit, la chose qu'on regrette, qu'on ferait différemment, c'est qu'on aurait plus de vie sociale. Ouais. On aurait peut-être fait nos enfants un peu plus tard, et pour avoir plus de temps pour aller au théâtre, voir des choses. Parce que quand tu avais beaucoup d'enfants à l'époque, tu passais beaucoup de temps à t'en occuper. Ça, déjà, tu vas ailleurs parce que chacun son rythme. Exactement. Mais interroger les parents et leur expliquer, formidable, super. C'est quoi le meilleur moment? Tu te rappelles des 5 meilleures minutes de vie que tu as eues avec ta maman, par exemple? J'en ai eu plein. Mais même si je n'étais pas près de mon père, j'allais dire, il n'était pas câlin, ils m'ont formé aussi bien dans ce qu'ils ont dit, même dans les choses méchantes qu'ils ont pu dire. Moi, mon père m'a dit, tu reviendras parce que tu vas avoir faim. À cause de cette histoire d'acteur. Ce qui n'est pas gentil. Et ce qui veut dire... Je ne crois pas en ton projet. Mais après, tu comprends son chemin, le grand-père qui a traversé le détroit de Gibraltar, parce qu'à l'époque, l'Andalousie, tu crevais de faim, mais grave, tu vois. Voilà. C'est peut-être une peur de manquer aussi. Ton père, dans leur regard, il y a l'amour, je pense. Emma, dans ton roman, elle s'adresse souvent à sa maman décédée, dans un accident qu'on découvre dans le livre. Ouais. Est-ce que parfois tu parles aussi à des gens que tu as perdus, des amis? Ouais, je l'ai fait quand j'étais plus jeune. Peut-être parce que je croyais plus à l'âme, à l'au-delà. J'avais l'impression que... Je disais à ma femme, je crois que ma mère, elle vient de passer. Mais en fait, c'est moi. Et un jour, je parlais avec une voyante qui me lisait dans les mains. Et elle m'a dit ça, elle m'a dit, tu sais, tu parles avec ta mère, mais il faudrait la laisser tranquille. Il faudrait qu'elle monte. Voilà. Monter où? Je ne sais pas, mais il faut qu'elle... Et là, je me suis dit, bon, elle a peut-être raison. Ne retiens pas cet esprit-là. Si tu crois aux esprits, laisse-le aller. Et depuis, ça fait longtemps maintenant, depuis cette époque, je ne suis plus préoccupé par la présence occulte. Mais tu sais, il y a une phrase de saint Augustin qui dit « Les morts sont des invisibles qui ne sont pas absents ». T'as déjà eu des signes? Je crois, peut-être. Peut-être qu'on va les chercher. Mais... Ouais. À la vérité, le plus gros signe récemment, c'est la mort de Johnny. À Saint-Barth, au cimetière. Il y avait une sorte cet oiseau qui a des goélettes, ou je sais pas quoi, des ailes immenses, un peu dans le clip qu'il avait fait. Il est resté là tout le temps. Au-dessus? Au-dessus de là où on était en train d'enterrer Johnny. Tu te dis, merde. Tu vois? Et il partait pas. Et il restait là. C'est fou. Ouais, c'est fou. Dans le livre, page 181, tu dis « Si, au moins, faute de pouvoir rejouer ses retours en arrière, Emma avait pu lui dire « Je t'aime pour toujours et pardonne-moi ». Est-ce que le pardon,
C'est un sujet qui est très important dans la religion, dire pardon, et ça fait beaucoup de bien. Et ça fait beaucoup de bien quand il est accepté aussi. Est-ce que tes parents, ou tu as déjà dit pardon à tes parents? Est-ce qu'il y a eu un moment donné où il y a eu, tu sais, un pardon? Parce que j'avais fauté? Oui, ou dans l'autre sens, ou est-ce que ton père t'a dit excuse-moi d'avoir été trop dur à un moment donné? Tu sais, est-ce qu'il y a eu un moment de pardon, comme tu as parlé de ça dans le livre? Lui, il était franc-maçon, il n'était pas préoccupé de religion. Il ne m'a pas dit ça. Et il n'avait pas à me le dire, je n'ai pas demandé. Par contre, toi, oui, tu dois le faire. Après, le demander, pourquoi tu veux donner cette leçon à l'autre? Parce qu'au fond, tu veux lui donner une leçon. Tu veux qu'il fasse un geste qui est une leçon de compréhension pour lui. Je ne vais pas y aller. Je vais te laisser tranquille. Et moi, je vais le faire. Parce que, encore une fois, j'en ai marre que ce soit toujours l'autre le responsable. Je préfère la prendre la responsabilité parce que je vis avec. Et peut-être que toi, parce que si tu frappes, parce que c'est une manière de frapper, pernicieuse. Si tu frappes, il faut être sûr que l'autre puisse le recevoir, qu'il soit assez fort. Pense que c'est toi qui es fort. Et toi, tu dis, eh ouais, d'accord, ça a merdé. Il y a des amis qui m'ont trahi. Je les ai perdus. Est-ce que j'ai pardonné? Pas à 100%. Mais j'ai accepté le fait de le perdre. Et j'ai accepté qu'il le fasse. C'était une trahison, d'accord, dans mes yeux. On ne se voit plus, c'est déjà une punition. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Parce que sinon, tu deviens le chevalier, tu deviens Dieu. Tu vois. Bien sûr, monsieur. Il faut accepter parfois, dans une vie... Utilise ta force pour toi, pas pour frapper l'autre. Mon père m'envoyait un texte le jour et c'était, il disait la vie c'est comme un train, il y a des gens qui montent dans ton train, qui restent longtemps, d'autres qui s'en vont, tu les as même pas vus descendre. C'est génial. Et il m'envoie des petits textes comme ça qu'il adore. Et c'est vrai, parfois tu as des gens qui s'en vont de ta vie, tu l'as pas vu. C'est ça. Et tu te retournes après, tu te dis, mais j'ai plus de nouvelles en fait depuis... Des fois ils mangent dans le train, des fois, ils dorment. Ils passent du temps. Ouais. Des fois ils restent toute ta vie à côté de toi, etc. Ouais. Et c'est j'en pareil ai pour les amis. un seul qui depuis plus de 60 ans. Ami, tu veux dire qu'il est Il là? est dans le train, ouais. Et la conversation reprend toujours au même endroit. Et après, on s'arrête là, puis ça reprend là, on va là-bas. Il y a des potes que tu as, même si tu les vois pas pendant un an, tu as l'impression de... Tu viens de les quitter. Hier. Ouais, c'est marrant. Il est prof de guitare. T'imagines, on parle de musique, il est fanatique de Clapton. Donc, tu dis Clapton, t'en as pour un quart d'heure. Il te traite pas de ringard, lui, quand tu parles de Clapton. Non. Clapton, il a fait 40 voyages, un voyage par an au Japon, pour des concerts. 40 ans au Japon, tu te rends compte? Extraordinaire. Il est de 43, il était comme Johnny, il est né en 43, il a 81. Tu commences à gagner ta vie au théâtre, tard. Tard, ouais. J'ai noté, tu fais ton service militaire. 68. En 68, ça te plaît, le service militaire? Du tout. C'est vrai? Du tout. Pourquoi? Parce qu'il fait froid, parce qu'on me coupe les cheveux, parce qu'on me fait chier, sans arrêt, fais le lit au carré, fais le lit en batterie, parce que t'es de corvée de chiottes. On était de corvée de chiottes, on était la chambre à côté des chiottes, et on était de corvée de couloir tous les jours, ou alternativement, je ne me souviens pas. La douche, c'est n'importe quoi. Il y avait une seule chose de formidable, c'est qu'il y avait un mec qui jouait du violoncelle dans les chiottes. Parce qu'il y avait un acoustique formidable, et donc tout le monde allait chier quand le type jouait du violoncelle. Je te jure, c'est vrai ce que je te raconte. Tu ne m'attendais pas. Tu vois? Mais autrement, j'étais en Allemagne. C'était des commandos, en plus. Tu l'as fait pendant un an? Moi, j'ai fait 1 an, alors que ça diminuait, ça venait de 18, c'est passé à 16, c'est passé à 14. Mais moi, j'étais à 14, mais j'ai réussi, comme j'habitais à Casa, à grouper 2 mois avec toutes mes permissions pour pouvoir rentrer à la maison, que je suis entré de l'Allemagne jusqu'à Casa en train. En train? Avec une valise qui pesait 2,5 tonnes. J'ai dormi dans tous les couloirs de tous les trains du monde. Tu vois? Ah, ça t'a pas plu à ce point-là, c'est marrant. Parce que j'ai plein de gens qui me disent que ça leur a fait des amis. Je sais pas si toi, t'as rencontré des gens très différents. J'en ai un que j'ai mis dans le cinéma, qui a été, oui, Patrick Cambouly, il va se reconnaître, Patrick, t'es là, qui est photographe de Luc Besson, qui a fait tous les films de Luc jusqu'à Jeanne d'Arc, je crois, ou Le 5e élément.
Patrick, il est retiré, il est en Charente. Et de temps en temps, on se fait des FaceTime, tu vois, du service militaire. Les autres, je les ai perdus de vue parce qu'ils sont disséminés. Non, des potes, moi, j'en ai de mon enfance. C'était pas la bande, c'était le groupe. Il n'y avait plus une idée de bande où tout le monde fait pareil, tout le monde regarde dans la même direction. Non, c'était un groupe où chacun amenait son individualité. On avait un café qui faisait le coin, tu vois, et on passait la journée là, à secouer le flipper. Putain, mais ça n'avance pas, tu vois, et à tricher pour essayer de démonter derrière pour mettre des parties gratuites. C'est génial, c'est une époque géniale. Génial. Ça me manque, le flipper avec la pièce de 2 francs, tu allumais par-dessous. Ben ouais, t'es 15, il y a 15 mecs qui jouent, tu vois. Ouais, non. Non, l'armée... L'idée de l'armée, tu vois, tu me ramènes en arrière. L'armée, c'est le voyage. C'est la première fois que je prends la valise, comme on vient de le voir. Le bateau quitte. Ma mère est partie, je suis déjà fiancé. Et je vois mon père et ma fiancée comme ça. Diminuer, le bateau s'en va. Et toi, tu arrives à Marseille, et c'est mai 68, et tu vois les drapeaux noirs sur la gare Saint-Charles, les drapeaux rouges, et tu montes en camion jusqu'à débâché, pour que ça foute le souk, tu vois, il y a des mouvements, jusqu'en Allemagne. Oh. Et tu arrives en Allemagne, il fait moins 17. Enfin non, en mai, il fait plutôt humide. Après, ça va aller à moins 17. Voilà. Et le voyage ne va pas arrêter depuis cette époque. Et après, tu arrives à Paris, ouais. Tu connais une période de galère. 70. Tu disais, on ne mangeait pas, c'était café au lait, matin, midi et soir, etc. Est-ce que tu te poses des questions, Emma, dans ton roman, il s'appelle Emma, je vous rappelle, je vous mets le lien cliquable sous la vidéo si vous voulez aller le prendre. Il est vraiment bien. J'ai vraiment adoré, c'est totalement le genre de roman que j'aime, et quand je n'aime pas... T'as raison, on est là pour ça, pour être vrai. Et en fait, il y a des rebondissements énormes auxquels on ne s'attend pas du tout, vraiment. Pour le coup, tu sais, il y en a que tu vois arriver dans certains livres, et là, tu t'es surpris. Emma, elle se pose des questions, elle est masseuse, et elle se pose des questions sur son avenir, sur son truc. Est-ce qu'au moment où tu as des galères dans Paris, où tu arrives, où tu as du mal à manger, etc., est-ce que tu n'as pas envie de tout lâcher, de trouver un autre métier ? Non, on fait 36 métiers, parce que... n'oublie pas une chose, c'est que lorsque tu es loin de la France, tu rêves de la France. Et donc, quand tu arrives en France, on est là. Putain, et l'opéra. On est bien quand même. Mec, on est là. L'Olympia, putain, l'Olympia. Et à l'Olympia, il y a Dalida. Dalida, toi, je te jure. Et tu ouvres François, François, regarde, il y a ça, tu peux faire ça, tu peux être comptable, tu peux faire chauffeur de bus, il y a encore ça, il y a encore ça. Donc, il y a plein de boulot à l'époque. Ouais. Et donc, tu fais plein. Et les grossesses. Et, tu l'as vu ? Salut. Tu vois, t'es comme ça, quoi. Tu vois, t'es béatitude. C'est la vie. La vie. Ouais. Tu dors sur un matelas pneumatique, mais ça fait rien. T'es jeune, quoi. T'as assez profité. Est-ce qu'on se dit toujours que j'aurais dû plus profiter ? Ouais, des tournages. Ah oui. Mais j'avais peur, parce que moi, j'étais acteur de la méthode, tu vois. Je me disais, attention, t'es le personnage, il fait ça, il fait pas ça, attention. Et donc, je me coinçais, tu vois. Et t'imagines que t'as tourné 9 mois, Le Grand Bleu. 4 mois et demi, c'est la plongée. 9 mois de tournage. 9 mois. 4 mois et demi, c'est la comédie. Les îles Vierges, la Corse, tu vois. Et là, t'as pas pu assez en profiter à côté ? Non, parce que le personnage, tu vois, le matin, tu tournes. Tu te mettais dans ton perso, genre, vraiment... Ah, moi, ouais. Ah, moi, je travaille, hein. Moi, je suis un vrai, hein. Je suis pas là pour... Quand t'imagines qu'il y a 80 personnes, 100 personnes là, ils sont là parce qu'on fait l'histoire, et que toi, tu vas arriver en retard, je connais ton texte. Non, je connais pas mon texte, je dis ça, quoi. Fais pas chier, je sais pas... Hier, j'ai mal dormi, hier. On tourne à quelle heure ? Ah, je suis pas prêt, je vais me coiffer. Il y en a des comme ça. Putain. Et puis la fumette, et puis toutes ces conneries-là. Tu dis, mec, t'es venu bosser ou quoi ? Et je sais, c'est difficile, il y a la peur, il y a le trac, je sais, mais ils sont là pour toi, ces gens, tu vois. Tous les techniciens qui sont levés, tout le monde qui bosse, qui vit grâce à toi, derrière. Imagine, ils te regardent, tu vois, le mec qui fait le clap, il regarde comme ça, putain, quel branleur. Et ça se prend pour un acteur, ça, tu vois. Ça donne ça, tout de suite, tu vois. Donc tu te permets pas de faire n'importe quoi pendant les tournages ? Non.
Non, et puis Luc, il est, tu sais, il a un bâton comme ça. Ça marche. Luc Besson, ouais. Tu en mets une, tu vas voir. Il est terrible, là. T'as déjà vu des comédiens, sans les citer, c'est pas le but, mais qui arrivaient vraiment sans bosser, qui prenaient ça un peu à la légère par rapport à toi, ouais. Bien sûr. On peut être un peu vulgaire, oui. Mais qui se gratte les couilles devant toi. Non, c'est vrai? Bah oui. Ouais. Moi, j'ai entendu un mec, il s'est fait virer du film, avant le film, en répétition. On répétait à l'hôtel un hôtel à côté du ministère de l'Intérieur, là-bas, à côté des Champs-Élysées. Et on devait faire les scènes, évidemment, et les lire, parce qu'on ne les lisait pas. C'est une lecture. Et dire, je ne vais pas la faire, la scène, au metteur. Il dit, toi, tu mets ta caméra, et quand on aura mis ta caméra, moi, je viens faire la scène. Mais là, comme ça, là, tout de suite, là, je ne la fais pas, là. Comme ça, on répète. J'ai envie de dire, mais on est en train de répéter. S'il fait ça, peut-être qu'il n'est pas très sûr. Tu peux le faire un peu, quoi. Bah, ça mange pas trop de pain. En fait, c'est que si tu t'engages à venir... Ils ont payé le cachet entier, ils l'ont mis dehors. Ah oui? Je te jure. Et c'est un mec connu, en plus. Hein. C'est des métiers de fou, quand même. Hein. De taré. Après, t'as des anecdotes, hein, au moins. Plein. En fait, tu vis des trucs de fou, tout le temps. Aussi. Parce que ça malaxe la nature humaine. Ça ne travaille que sur la nature humaine. Tu vois? On a un petit cadeau qui arrive dans 2 secondes. Des cadeaux? Juste avant. Ça se mange? Non, je plaisante. Si, je sais que tu aimerais bien manger. Non, mais j'ai le temps. T'inquiète pas. Je sais que tu aimerais bien manger. Tu le dis dans des... On a regardé toutes tes interviews espagnoles aussi. Et tu le dis dans une interview espagnole. Tu dis, moi, j'adore venir sur un plateau et manger des bonnes choses. Bah oui. Mais j'adore manger, c'est manger bien. Il y aura une surprise en rapport avec ça avant la fin de l'émission. Et si tu me permets, c'est en relation avec la première tournée théâtrale que j'ai faite avec Darry Cole. Je ne sais pas si tu te souviens de cet acteur incroyable, qui était extrêmement doué, qui était basque et qui était un très grand pianiste. Et son rêve était de devenir pianiste classique. Et donc, j'ai fait 100 villes, une tournée de 100 villes en France. Donc, t'imagines, tous les jours, on était sur la route, et on était 80% de la troupe étaient jeunes, 20% c'était des gens qui avaient déjà beaucoup tourné, et qui savaient où aller manger. Donc, tous les jours, restos, les machins. On va là, on va manger là. Quoi? On va manger là. C'est un truc, tu vas voir, là. Et on est arrivé, c'était extraordinaire. Putain. En plus, t'es dans le bon pays pour ça. Tu m'étonnes, la France, il n'y a pas 2 pays au monde avec cette variété de bouffe. Il faut toujours bien manger, même si tu ne manges pas bien tous les jours. Moi, j'avais un copain qui habitait dans le Mâconnais. Il était à 10 mètres des vignes et il achetait du vin en plastique, en bouteille en plastique. C'est fou. Mais t'es con, quoi. Il me dit, non, mais c'est pas cher, c'est 3,75 en plastique. Alors, j'ai dit, mais tu vas à la cave, regarde, la vigne, elle est là, tu ouvres la fenêtre, elle est là. Tu vas à la cave, quoi, tu vas la payer 8 €. Ben, tu bois pas tous les jours. C'est pas grave, mais tu bois de la qualité. Tu fais attention à ce que tu manges, toi? Oui. Tu fais gaffe, ouais. Bien sûr. Bien sûr, je mange pas beaucoup le soir. Le reste, tu peux faire ce que tu veux. Le soir... Parce que plus on veut durer, plus il faut bien manger, plus il faut prendre soin de son corps. Et plus tu dures, et moins il faut manger. Ah oui? Aznavour ne mangeait plus du tout le soir, et il est arrivé jusqu'à l'âge de 96, je crois. Et tu parles beaucoup de musique depuis tout à l'heure, plein de rapports à la musique. Est-ce que quand tu as explosé, enfin à tout le milieu artistique, est-ce que quand tu as vraiment une grosse notoriété avec Le Grand Bleu, avec tous ces films-là, on va y revenir après, mais est-ce que tu regardes, est-ce que tu as été flatté parfois de gens qui faisaient des dessins de toi, des tableaux, des gens qui t'envoient des cadeaux, etc. Ouais, ça touche très fort. Et souvent, des portraits. Ah, t'as eu des beaux portraits? Ouais, des beaux, c'est toi qui le dis, mais des portraits dessinés. Mais ça te touche beaucoup. Parce que parfois, t'as eu des trucs un peu... bien sûr. Et le principal... T'en as plein. Mais c'est le geste. Je te propose de faire quelque chose, là. Oui. On a, dans cette pochette, là-bas... Une pochette. Un garçon qui s'appelle Teddy Bellino, qui est dessinateur, qu'on embrasse, et qui nous avait amené... On a reçu Alexandre Astier. Il y a quelques temps. Je vois qui c'est. C'est un très bon pianiste aussi. Il joue du piano, Oui. On lui a fait faire quelque chose et il a adoré. Et en fait, on s'est dit que pour toi, ça te ferait plaisir aussi. D'accord. C'est quelqu'un qui dessine au stylo bic. Waouh.
Je ne sais pas dessiner du tout. Hein. Attends, mais c'est vrai que dit comme ça, t'as été très poli là. Au stylo bic. Ah, waouh. Il y a le comédien qui est revenu là. Je pense. C'est un dessin au stylo bic, mais fait sur une très longue période, extrêmement fin. Est-ce que tu es d'accord que je te le donne? Bien sûr, et tu le vois, avec grand plaisir. Je vais te la donner là. Alors, je l'ai... Voilà. Non, mais c'est incroyable. Franchement, j'espère que ça va te plaire. C'est d'une finesse. Non, c'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. Tu l'ouvres. Je l'ouvre. Voilà. C'est au stylo bic. Oh, waouh. Non, c'est impressionnant, la finesse. Waouh. C'est dingue, c'est une photo de toi. Ouais, je sais. On a repris. Je me souviens plus à quel moment, mais parce qu'il a l'accoutrement là-haut. Ouais. C'est 30 Léon, ans. On m'a dit que ça faisait 30 ans. Ça fait 30 ans, Léon. Là. On m'a dit, c'est extraordinaire. Non, c'est fou. Hein. Il y a des gars qui sont quand même très, très, très forts. Et voilà, on s'est dit que ça te ferait plaisir d'avoir un joli dessin de toi, stylo bic, c'est original. C'est très gentil. Ça change d'une peinture. Et celui-là, il est beau. Bellino. Bellino, c'est un Italien. Ouais. D'origine. Hein. On l'embrasse, Teddy, merci beaucoup. Ouais, Bellino, grazie. Merci pour le temps. Perché molto bello. Guarda. On vous met les réseaux de Teddy, ça lui fera plaisir si vous voulez le suivre en cliquable sous la vidéo aussi. C'est sûr que c'est très beau. Hein. Non, mais attends, c'est formidable. Hein. Et en plus, tu vois les poches dans les yeux, le regard, tout. L'ombre, moi c'est ça que je trouve incroyable, c'est les oui, la détermination. This one is a very nice one. Je vous mets, rock and roll. Je vous mets les liens. Allez voir les autres dessins, tu te reposes et je te refilerai après. Ouais, je pourrais avoir une boîte de foie gras aussi. Alors, écoute. Comme cadeau, non, bah, c'est pas grave. Pas grave. Écoute, tu crois pas si bien des dire. huîtres. Je me dis, quitte à venir faire de la promo, autant passer un bon moment. Et à la fin, tu verras, il y a un petit truc que tu vas. Non, c'est gentil. Non, mais je plaisante, tu sais. Tout me va. Tout me va. Quand on est en bonne compagnie, tout me va. T'es devenu papa en 77. Avant d'exploser justement dans le cinéma pour la première fois à 29 ans. Sandra. 3 ans plus tard, Michael aussi. Michael, ouais. Qui arrive. T'es quel genre de papa à l'époque? T'arrives à avoir assez d'argent pour les faire vivre? C'est pas facile, ça coûte cher. Non, je suis écartelé entre le travail et la maison. Le premier mariage a été difficile à cause de ça. Parce que je ne roulais pas sur l'or et qu'il fallait travailler. Et qu'il fallait surtout être hors de la maison. Il y a une idée de fréquentation, de connaissance de l'autre, d'être au milieu de projets, de gens qui font, surtout des gens qui font. Et pour cela, il faut que tu sortes. Et c'est donc incompatible avec la vie à la maison. Et il faut un partenaire ou une partenaire, un mari ou une femme qui tiennent le coup et qui disent « va, fais-le, va, cours, vole et nous venge ». Tu sais, comme dans la pièce. Et ça n'a pas été le cas, évidemment. Premier mariage, premier divorce, dès le Grand Bleu, bam. Ah, c'est vrai? Explosion. Pendant le Grand Bleu? Après. Mais... Pourquoi? Parce que t'avais trop de projets après, t'avais du mal? Non, je n'étais pas là, et puis je n'étais plus l'homme qui s'était marié avec elle, et moi j'ai beaucoup de respect pour elle, Geneviève, et c'est la mère de Sandra et de Michael, et tout le monde est là, hein. Je n'ai pas rompu les ponts avec personne. Moi, les gens avec qui tu dors, que tu as aimé, il ne faut pas tout d'un coup que ça devienne... Sauf s'il y a trahison, mais il n'y a pas eu trahison. Il y a eu différence de point de vue. Ça a guéri quelque chose en toi, quand ta fille, tu deviens papa? Est-ce que ça guérit quelque chose? Moi, tu vois, ça m'a guéri de... Tu sais, on a quelque chose d'égotique dans ce milieu. On a quelque chose de... On pense à sa personne... T'es passé par là? T'es passé par là? Bah, parce que j'ai aimé quelqu'un plus que moi. Je comprends. D'un coup, tu vois, ça a inversé un peu le... Écoute, c'est con ce que je vais te dire, mais j'ai toujours pensé qu'il serait là. J'ai une insouciance imbécile. J'ai des croyances imbéciles. Et... l'action d'aimer, je comprends ce que tu dis. Mais j'ai toujours partagé. Comment? Je ne l'ai pas vu comme, tiens, je vais t'idolâtrer, viens mon enfant, viens. Je l'ai vu, waouh, c'est ma partenaire. J'ai vu ça, c'est idiot. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Parce que j'aime beaucoup l'idée de la liberté à l'intérieur des gens que tu côtoies.
Donc ils sont libres. Ils ont toujours été libres. Mais en même temps, je respecte énormément ce que tu viens de dire. Dans quel sens libre? Dans le sens, ils ne t'appartiennent pas? J'ai l'impression que si c'est que ça, ouais. Il y a moins de ça, vol. Ah oui, oui. Il faut couper le cordon. Parce que mon père, il a fallu que je fasse ça. Et disons que j'ai peut-être à tort cette grande préoccupation qu'ils vont voler. Il faut qu'ils volent. Je m'explique et je comprends en même temps que je m'explique et de tout ce que tu me dis, hein, n'oublie pas. Non, mais attendez, les points de vue, c'est des sujets un peu intéressants qui changent de classique, mais je trouve qu'avoir des enfants, moi, ça m'a guéri. Après, c'est chacun... Je comprends. Le mot guéri est fort pour moi. Mais peut-être j'avais besoin de ça, ça m'a débloqué des trucs. Voilà, que tu l'acceptes pour toi, je comprends. C'est une autre voie pour moi. Ça fait du bien, en tout cas. Ah, ça, oui. Ça, c'est sûr. Mais est-ce qu'on peut vivre seul? Je pense que ça doit être très difficile d'être seul. C'est plus dur. J'ai ma solitude, mais peut-être parce que je sais qu'ils sont là. Toi, tu joues des rôles de solitaire, parfois? Tout le temps. Le Léon, le bleu... Je dis parfois parce qu'il y en a des contre-exemples. Les rivières pourpres, mais même les visiteurs. Le visiteur, le mec, il n'a qu'un seul problème, il faut retourner parce qu'il doit se marier, parce qu'il faut qu'il ait descendance. Le problème à cette époque, mais c'est vrai. Alors que l'autre, il se roule par terre avec des pommes de terre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de retourner, tu vois. Non, mais c'est vrai. Le gueux, là, comment il s'appelle? Ta vie, là, qu'est-ce que tu fous, là? Lève-toi, tu vois. Ça ne le fait pas, hein, chez les gens, ça. C'est con. Quand tu tournes un film comme ça, tu le sais tout de suite que ça va être un classique. Est-ce que tu le ressens sur le tournage, non? Non, n'oublie pas que tu viens de Corned Beef, qui a pas mal marché. Je crois qu'il a fait 550 000 entrées Paris, à l'époque. Il a déjà levé le truc, mais t'es dans quelque chose d'habillé, avec un voyage dans le temps, et je t'assure que le producteur, il y croit à 60%, parce qu'il a mis c'est vrai, même lui... je te jure. C'est vrai. Parce que nous, on voulait faire le 1 et le 2. Les visiteurs, tout de suite, ah oui. Et le producteur, il a coupé. Il a dit non, on va au 1 et on verra. Qui est une bêtise énorme, tu vois. Et je me souviens, on se promenait dans la campagne avec Christian, et on se disait, peut-être qu'avec celui-là, on pourra en voir un peu plus, on pourrait faire d'autres choses. Je te jure. Alors, évidemment, tout le monde se fend la poire sur le plateau, mais est-ce que les gens vont rire? Parce que tu as déjà vu des films dans lesquels, sans les citer, on s'en fiche, mais où tu as passé un moment où tu t'es dit, ouais, là, on a un super film, et finalement, pas avoir un énorme succès? J'y ai cru. Il y a des films, j'ai cru. Le Benigni, Le Tigre et la Neige, le film qu'il fait, on fait ensemble, mais c'est lui qui l'écrit après La Vita è Bella. Il y a plusieurs films. Moi, je me suis dit, ouais, le film de Champagne, de Last Face, avec Javier Bardem, qu'on a fait en Afrique du Sud, avec Charlize Theron, tout ça, tu te dis, qui va à Cannes, le film va à Cannes. Tu dis, il est vachement bien, ce film. Tu arrives à Cannes, tu te prends des portes dans la gueule quand tu fais... Cassez-vous, le mec fait... Et cassez-vous, là-haut. C'est qui? C'est Champagne. Cassez-vous, Champagne. Casse-toi, putain, je te dis. Tu t'en vas. C'est ce que te fait la presse, tu vois. Tu dis, mais je comprends rien. T'as pas oublié la presse, tu disais, pour le Grand Bleu. Ah oui, le Grand Bleu. 1980, tu rencontres Luc Besson, on le fait rapide, mais t'enchaînes des projets avec lui incroyables, et le premier Grand Bleu, énorme succès. Mais à Cannes, la critique catastrophique. Le Grand Bleu, le Grand Plouf. Ouais, c'est fou. Ils sont pas très visionnaires, quand même, sur certains points. Ah oui, mais tu comprends rien. Tu ne comprends rien, je te jure. Ça t'a rendu méfiant de la presse après? Tu t'es dit, oula, c'est pas nos amis, toujours? Oui, il y a une idée qui m'a rendu plus méfiant encore, c'est que sur toute la promo, tu avais des mecs qui t'invitaient dans des... Je me souviens, à Toulouse, à un moment donné, on rentre dans le studio, c'est un studio radio, et le mec il dit, bon, alors, asseyez-vous, j'ai pas vu le film, mais on va en parler et tout. On a fait, hop, le tour, on était avec Luc, on est reparti. Ah bah ouais, putain, arrête. Arrête. Sois gentil, va. Ouais, soyez gentil. La vie, ça passe vite. Ouais, passer du bon temps. Comment tu veux qu'on parle d'un film que tu n'as pas vu? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est ton avis. C'est pas ce que je vais te dire pour vendre. Tu vois? Ça te pousse à vendre. Mais c'est un échange que tu fais. Je suis d'accord. C'est tout. Bon. Tu as fait, après Léon, tu as enchaîné, donc Les Visiteurs, tu le disais, gros succès.
Ouais. Comment tu vis, toi, le passage dans la rue? Est-ce que les gens te reconnaissent, etc. Machin. Ouais. Est-ce que on en parlait avec Cadmerade. Ouais. Cadmerade, 20 ans après, Bienvenue chez Ch'ti. Ouais. Danny Boone, d'ailleurs, que tu connais bien. Parce qu'il nous a Ouais. parlé d'une anecdote avec Johnny, où vous regardiez des films à l'époque, Ouais. chez lui, à Ouais, Los Angeles. c'est Danny, à Los Angeles. Ah, exactement. Et l'autre, Avec il n'arrête pas de me dire ce qui va se passer. C'est ça, c'est Tu vas ça. voir, c'est bon. Exactement. Il te demandait à chaque fois, il y a quoi? J'adorais Danny. C'est une des plus belles rencontres que l'on puisse avoir. 20 ans après, à chaque fois qu'il rencontre des gens dans la rue, Ouais. c'est un bilout, un bilout. Ça, tu peux pas refuser. Nana, il disait, c'est Ok, il a fait ça pour ça. c'est la même chose, hein, pour Christian. Ah, c'est- Alors, ça peut t'énerver. Je pense que ça va t'énerver. Mais 2 secondes après, tu vas te dire, c'est un succès populaire. c'est à eux aussi. Il te le dit qu'il a aimé. Qu'est-ce que tu vas dire? Arrête de me faire chier avec ça, non? Tu ne veux pas faire ça. Tu m'arrêtes avec ça. T'en colles une, arrête. Hein. Non, c'est pas possible. C'est quoi ta phrase, toi? Tu dis merci. Est-ce qu'il y a une phrase qu'on te redit tout le temps, une réplique? Est-ce que ça continue sur un film 20 Non, ans c'est après? OK. Les visiteurs, c'est OK. Et Léon, beaucoup Léon. Toujours, ouais. Partout. Ah ouais? Partout, tu peux pas savoir, je te jure, je me vante pas. Au fin fond de où tu veux. De la Somalie du Sud, t'as un mec qui fait... Attends, je crois que je te reconnais. C'est pas dans le film avec la petite fille, là. Oh là là. Je te jure. Et ben, tu Il a vas marché dire non, partout, hein, ouais. tu vas dire non, tu vas dire merci. Thank you, sir. Évidemment. Mais on aimerait être reconnu pour tout, pour toutes les facettes. Évidemment, mais évidemment. ce n'est pas possible. Évidemment. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas possibles. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas possibles. Que vivre ensemble, ça ne me vient pas. Et il faut que tu le comprennes parce que tu vas taper contre un mur. Reconnais-moi pour ce petit film de merde qui a fait 4 entrées, mais où j'étais extrêmement bon dans la scène où j'ouvre la porte de la salle de bain. Quand j'ouvre la porte de la salle de bain, tu l'as pas vu? Mais putain, c'est le meilleur film que j'ai fait. Combien d'entrées? Il a fait 4 entrées. Voilà, c'est pas possible. Le principal, c'est qu'on te reconnaisse pour quelque chose. C'est-à-dire qu'ils ont une référence avec toi. Voilà, Ouais. voilà. Et ça a marché sur toute la planète, c'est-à-dire qu'on te connaît partout, quasiment. Ouais. C'est fou. Et c'est énorme. Et mon la chance père n'est de- plus là. Je te jure, j'aurais dit, viens avec moi. On part où tu veux. On part au Japon. Tu vois? T'aurais aimé que ton père voit ça, Ben, évidemment. c'est d'être reconnu partout, de lui dire, regarde. J'ai dit, regarde, je suis pas un branleur. C'est surtout ça que je voulais lui dire. Tu vois? Bah, il aurait été fier, là, non, je pense. Je pense. Mais il était très pudique. On va pas parler de mon père, mais voilà. D'accord. Ouais, ouais. T'es parti après Hollywood, Mission Impossible en 96, etc. Est-ce que tu arrives à te rendre compte à un moment donné, juste, là je parle à l'humain, mais est-ce que tu arrives à te rendre compte que c'est fou? Est-ce qu'il y a le moment C'est où tu te Godzilla dis- où tu vois que c'est fou. Parce que Mission, c'est Brian De Palma. Et donc, et c'est Christine Scott Thomas, et c'est Tom Cruise. Il est où, Tom? Ah, il est là. Salut, comment tu vas? Ça va bien? Ouais, t'as vraiment ce C'est truc-là? méchant, c'est méchant. C'est méchant. Et comment s'appelle sa femme à l'époque, la grande? La rousse, là. Oui, je sais plus. Je sais Elle plus. est là. Et Tom, il est là. Oh, le con. Oh, il est vraiment con. Moi, je connais Jean Reno, il est con. Je le connais. Il est très con. Non, mais c'est Godzilla. Avec la Godzilla, tu dis, c'est fou. Tu vas pas me croire. Il y a 7000 fiches de paye sur Godzilla. Ah, À cause des ordis. c'est une vie. Parce qu'à l'époque, les ordis sont moins développés qu'aujourd'hui, et tu as moins de mémoire. Tu as 7000 fiches de paye. Incroyable. Quoi? Tu as la ville de New York, bam! C'est Times Square, je crois, là où il y a le Flat Iron Building, là, qui ressemble à un fer à repasser, là, où il y a la bouffe, où on attend 7000. 7000 fiches de paye. C'est incroyable. C'est là que tu dis, waouh! Et il y a une différence entre le cinéma français et le cinéma américain? Je sais pas, dans la loge, dans la manière de se comporter, de parler. Oui, dans tout ce qui est le quotidien, oui. Qu'est-ce qui change? L'éloignement. Ah, c'est vrai? Ouais, bah tu vois, là, ici, on est dans une pièce qui est grande par rapport à une caravane française. Oui. La pièce est un peu grande. Bon, elle est, on va dire, un tiers
de la caravane à Los Angeles. Ah, Là où je fais Godzilla. wow. Et la télé elle est là-bas au fond avec mon coach. Et la porte est ouverte là, tu vois, sur le soleil. C'est le spot 62 ou 67. Et tu as ta porte comme ça, et tu as le soleil sur les murs blancs, parce que les studios sont blancs. Et tu as des voitures électriques qui passent. Et des mecs à pied qui discutent. C'est très professionnel, quoi. Ouais. Et l'éloignement. Tu dois marcher. Tu frappes. Pom, pom, pom. Tom, you here? Non. Hop, le mec arrive. Non, il faut. Non. Il n'est pas là, Tom. Non, pas Tom. Vous partez. Casse-toi. C'est moins convivial que... Ouais. De loin, par exemple, Tom, c'est Mr. T. Et Harrison Ford, c'est number one. Donc quand il arrive, c'est number one is coming. Yeah, number one. Ouais, tu vois. Je te jure. Il y a une telle différence, c'est marrant. Par contre, quand on dit moteur, c'est pareil. Hein. Pareil. Tu vois, parce que l'émission qu'on fait, c'est pareil. Et même que tu sois en Arabie Saoudite, c'est pareil. Tu dis moteur, tu es tout seul avec ton mensonge-vérité, qui est ton personnage, et l'histoire. Et donc, on doit danser pour faire la scène. Que toi, tu sois suédois, que lui soit italien, voilà. Ça, c'est pareil. Ça change pas. Non. Peu importe où tu joues. C'est ça. On reparlera après du Japon et de Johnny pour terminer. Dans le livre, on s'est amusé à chercher des choses. Et à un moment donné, tu parles du système d'irrigation. C'est très précis, carrément, oui. Sultan Adoman. Et tu parles qui s'appelle un falaj. Ouais. Écrit à la bonne orthographe du pluriel aflaj. Wow. Tu fais des recherches sur tous ces trucs très précis. Il faut. Bah oui. C'est pour ça que c'est des années de boulot, un roman. Tu vas dire, alors j'ai mangé des partus. C'est quoi les partus? C'est du saucisson avec un peu de... Non. Tu es obligé de voir le plat qu'on mange, et le système d'irrigation, ce qui se passe dans la thalasso, les usines atomiques, enfin, le traitement de l'atome. J'ai été en vacances. Au Sultanat? À Oman, ouais. Pour voir un peu, même pour t'inspirer, etc. Avant. Avant? Ouais. Tu parlais de Johnny tout à l'heure. Tu étais extrêmement proche de lui, etc. Et tu parlais avec Danny Boone d'exemples de... Il aimait beaucoup Danny. Il aimait beaucoup Danny, ouais. Ouais. Beaucoup. Johnny avait des fidélités extrêmement fortes. Par exemple, Aznavour lui avait écrit « Retiens la nuit », alors qu'il était dans le creux, qu'il ne vendait plus, qu'il tournait peu, et qu'il venait de divorcer. Et Aznavour l'a invité chez lui pendant 1 an. Et il asseyait à sa droite à table. Tout ça, c'est lui qui me l'a dit. Il lui a acheté un cheval, quand il a fait « D'où viens-tu, Johnny ?» en Camargue, et il l'a initié un peu à l'équitation. Tu ne pouvais pas dire un mot de travers sur Charles. Tu dis, regardez, c'est mon pote. Oui, tu avais compris. Il était extrêmement fidèle. Tu passais beaucoup de temps avec lui Beaucoup de temps, non, mais souvent. Pas beaucoup de temps, parce que j'aime pas être un poids sur les épaules de mes amis. Tu viens, tu goûtes, tu as ton plaisir, et après laisse vivre les gens. Comme ça, quand tu te retrouves, c'est encore mieux. C'est ma philosophie, tu vois. Je ne suis pas pour rester oppressant, des semaines, tout le temps. Qu'est-ce que tu fais? Je vais avec toi. Non. Donc, comme ça, quand j'arrivais, je dis, ah, t'es là, ça fait longtemps que t'es pas venu. Et donc, il t'a amené à manger un hamburger. Et on allait manger un hamburger. C'est quoi le truc le plus surprenant qu'il ait dit, ou le truc le plus étonnant? C'est ce que j'ai dit l'autre jour. À un moment donné, j'ai acheté une Ferrari. J'étais extrêmement fier de cette Ferrari. Parce que j'adore les voitures. Pour moi, c'est des objets d'art. Il y a un niveau... Bon, tu vois, les Ferrari d'aujourd'hui qui valent plus d'1 million d'euros, c'est redoutable. Et lui, il m'avait offert un bouquin énorme, 24 par 30, où il y avait toute la collection de voitures qu'il a eues et de motos. Donc, j'étais scié. Oh, bon, non. J'ai dit, mais moi j'ai acheté une Ferrari, je lui ai fait. Et alors, il s'est tourné, tu vois. Il y a eu un putain de silence. Oui, je viens de dire une connerie. Il est revenu, il m'a regardé, il m'a dit, moi j'en ai eu 7. Il m'a mis une claque dans la gueule. Prends-toi ça. Et moi,
j'ai marqué le coup, j'ai dit, mais tu dis ça pour me faire chier? Et ouais, et il s'est marré. Et en fait, la leçon, c'est pas grave, c'est pas important. Ne rentre pas là-dedans. On s'en fout, ouais. Ouais, c'est du matériel. Il était attaché à rien de matériel. C'est fou, hein? T'as été très proche jusqu'à la fin. Ouais. T'as pu l'accompagner autant que tu le voulais? Non, j'ai pas su parler. Mais est-ce qu'il fallait parler? Voilà. J'en suis là. Je lui ai touché la main, avec la main gauche. Non, la main droite. J'ai dit, je te vois à la Noël. Il m'a regardé. C'est tout. Et tu savais que tu le... Bien sûr. Après, on sait pas trop quoi dire. Mais qu'est-ce que... Ouais. Putain. Oh. Ouais. De toute façon, il n'y a pas de bonne... tu vois. Le principal, c'est de dire les choses et d'être là, déjà. Mais tu sais, il te donnait tellement. Quand... Il y a des gens qui... Il y a des gens, peu... Lorsqu'ils t'aiment, ils te donnent du souffle. Ils te donnent de la vie. C'est vraiment, c'est un mec particulier, tu vois. Il pouvait prendre la guitare et commencer à chanter 3 conneries pour toi, quoi, parce que c'est énorme, énorme. Moi, j'y pense tous les jours. À Johnny? Ouais. Souvent. Je suis le parrain de sa fille, de la fille aînée, de Jade. Non, ça a été mon témoin de mariage. Ah, c'est vrai? Avec ma femme, avec Zofia, elle s'appelle, avec un Z. Mais tu l'aurais adoré, parce que tu étais le genre, et il t'aurait adoré. Il n'aimait pas ouvrir le cercle, il est comme moi, ouvrir le cercle des intimes. Mais j'ai eu un pote à New York qui aimait beaucoup les motos. Et très généreux. Mais il ne le savait pas. Je suis arrivé à Los Angeles, et le gars avait des magasins de bouffe. Et il avait ouvert un magasin à Los Angeles. Je lui ai dit, il s'appelle Pierre-Antoine. J'ai dit, Pierre-Antoine, j'ai un pote, j'aimerais bien te présenter. Il m'a regardé de travers. J'ai dit, je sais. Ah, c'est vrai? Tu vas voir. Il n'aimait pas... Du tout. Et l'autre, je lui ai présenté et ça a marché très fort. Ça a matché. Et moi, je le savais. Et j'ai vu aussi que ton fils, enfin, Jay-Z, le parrain de ton fils. Mon fils, c'est un Cielo. Jay-Z, le parrain de Cielo, ouais. C'est une époque où ma femme était très près de Jay-Z, même au début du mariage avec elle. Moi, j'ai tourné avec elle dans La Panthère Rose, avec Beyoncé. Mais aujourd'hui, ils sont partis à Los Angeles, donc notre relation, elle s'est un peu distendue. Mais oui, c'est le parrain de Cielo, qui a 15 ans. D'accord. Ouais. C'est quand même... Mais ma femme a fait une voix sur l'un des disques de Jay-Z. Parce qu'elle le connaît depuis l'adolescence. C'est marrant. Hein. C'est improbable, le monde en fait. est petit, Oui, complètement. J'imaginais pas la liaison entre Jay-Z et toi. Je me suis dit, tiens, c'est étonnant. Je me sens idiot quand je dis ça, parce qu'aujourd'hui, ils sont devenus 2 idoles monstrueuses. Un poids artistique et économique énorme. Eux, ouais. Tous les deux, c'est redoutable. Qu'est-ce qui t'a marqué? Est-ce que tu as une petite anecdote étonnant? Est-ce que c'est des gens qui sont un peu hors normes aussi? Dans la vie de Jay-Z que tu as pu voir au quotidien, tu sais, qui est pas comme tout le monde? Bah, lui, c'est une écoute... moi, j'ai été en studio quand il a enregistré, tu peux pas savoir. En plus, quand tu parles, il y a toujours un groupe. C'est pas du tout... même, je crois que dans la musique, on est toujours un petit peu en groupe. Il y a toujours un groupe de potes en qui il a confiance. Et tout ce qui est des mots qui ont une consonance qu'on peut employer, qu'est-ce que tu viens de dire? Il fait très souvent, what did you say? Oh, he said that, you know? L'autisme. You see, yeah. Oh. Tu vois, c'est toujours ça. Toujours à l'affût de ce que tu dis. Moi, il m'avait préparé un plateau de fromage. Il avait pris du Bordeaux, il y avait des fruits. Oh. Non, c'est marquant. Prince aussi, que j'ai croisé, m'a beaucoup marqué. Par l'ego. L'ego, c'est un mec petit. Waouh, mais un ego et un talent. Lenny Kravitz au début, je le vois moins. Tu vois, il y a beaucoup de musiciens qui m'ont marqué. Ouais, Eric Serra.
qui a fait des musiques de films extraordinaires, notamment. Eric, je me promenais avec lui à Séville. On était pour présenter le Grand Bleu. Et on va à Séville. Et Séville, il y a une tradition de la poudre à canon. Donc, ils ont un festival où ils tirent au canon. Boum, boum, bam, bim, boum. Et toi, tu es en pleine ville et boum, de partout. Et à un moment donné, boum. Eric, il fait, t'as entendu ça, là? T'as entendu, là? Ça, là, je peux la mettre dans un film. Je te jure. Reprendre le son, Le son, le boom. Eric Serra. Non, c'est fort. Il a fait la musique du Grand Bleu et de plein de films. Plein. Ah, c'est Il vient de faire Le Salaire de la peur, je crois, qui est passé sur Netflix. C'est Alban Lenoir. Ah, oui. C'est lui qui a fait la musique. Dans le Grand Bleu, il y a une scène, t'en parles entre Enzo et Jacques, où ton personnage dit le temps, ça efface tout. On va bientôt arriver à la fin de l'émission, on n'a pas le temps de tout faire, mais qu'est-ce que le temps n'a pas effacé chez toi? Est-ce qu'il y a quelque chose que le temps n'a pas... Est-ce qu'il y a des choses... L'envie de faire le con, l'envie de faire le con, l'envie qu'on fasse quelque chose. Non, on va manger. Non. De continuer. J'aurais pu, effectivement, on m'a beaucoup donné. On m'a trop donné. Tu vois? Toi, t'as envie de faire un blind test, hein? Oui, ça, on va le faire. mais on va le faire. Mais j'ai toujours envie d'un projet. Ouais, de continuer. C'est con, ce mot. Il fait chier. Ce mot, le projet, c'est un mot monstrueux. Si tu devais faire quelque chose différemment, je vais te poser la question avant de te ramener une petite surprise pour terminer. Je profiterai des tournages plus. C'est ça. Je jouerai moins à l'acteur studio. Je dirais, écoute, je pose le personnage et je prends un appareil photo. Et je vais vivre. Et je vais faire le tour de l'île, à Morgos, tu vois, par exemple, en Grèce. Quand on... Ouais. Profiter de ce que tu n'as pas pu voir. Ou alors on pique un bateau, on se casse. J'ai pas piqué de bateau, idiot, imbécile. T'as pas fait assez de conneries, c'est ça? Non, non, ça pas fait assez. Du bien. Ça fait du bien de faire des conneries aussi. Et des gonzesses, j'ai peut-être pas regardé assez de gonzesses aussi. Bonjour, c'est Jean Reno, vous allez bien? Oui, je suis là, j'habite là. T'aimes la bouffe, t'aimes les femmes, t'aimes la vie, quoi. Ouais. C'est important. Ouais. Quel moment de ta vie t'aimerais revivre? Si j'avais la possibilité de revivre une journée, tu vois, un truc vraiment génial. J'aime pas ça, parce que j'aime pas me regarder en arrière, ça fait mal au cou. Au bout d'un moment, quand tu tournes la tête, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Ça fait mal partout. Ça fait mal au cœur, ça fait mal au cerveau, mal aux tripes. Mais j'aimerais retrouver... Quand on allait à la piscine à Casablanca, il était de bon goût d'avoir des tennis blancs avec des chaussettes blanches. Tu comprends? Et celui qui n'avait pas des tennis blancs et des chaussettes blanches, voilà, le maillot, hop, avec les cigarettes et le briquet, quand même. Dans le maillot? À l'époque, il ne faut pas fumer. Hein. Je vous le dis parce que j'ai arrêté de fumer très vite. Voilà. Et là, tu allais jouer au volley. Comprends? Et elles sont là, les gonzesses. Regarde. Tac, je viens de renvoyer la balle. Paf, smash. Impeccable, voilà. Putain. Ce moment-là, à la piscine au Contiki, on a 14 ans, 15 ans. Ce moment-là, il est incroyable. Tu vois, t'as aucune responsabilité de rien du tout. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci J'en ai à toi, tellement à poser. C'est tellement formidable. On a passé X temps là et on voudrait passer X multiplié par X. Pour reparler une dernière fois du livre où tu partes, je te propose qu'on apporte un plateau de charcuterie espagnole. Allez, et tout ce qu'il y a de meilleur. Je ne vais pas dire non. Sélectionné. C'est à 3 minutes. C'est la classe. C'est Espagne Royale Épicerie Fine qui nous l'a amené à Paris. On les en remercie dans le 13e arrondissement. Muchas gracias. On peut faire rentrer le plateau directement. En espagnol. Tu parles toujours espagnol couramment. Je parle espagnol avec ma sœur, avec mon agent qui est argentine. Et j'ai travaillé en Espagne aussi, donc je parle espagnol de temps en temps. Alors, on a une bouteille de rouge, mais on ne l'a pas mise, vous ne savez pas. Una tortilla, ça c'est la tortilla. Et ça c'est le jamon, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, c'est du jamon ibérico. Non, c'est très bon. Alors, très bon. Et alors là, je crois qu'il y a 3 fromages, du manchego. Manchego, oui, bien sûr. Donc en fait, il y a 3 âges différents. Apparemment, c'est de la très bonne charcuterie. Non, mais tout de suite. Tu sens ou pas? Oui, tout de suite. Tu vas voir. Il faut manger le gras. Ah, le gras, c'est le meilleur. Bien sûr. Le gras, c'est la vie. Parce que celui-là, il ne te donne pas le cholestérol théoriquement. Il y a toute une discussion là-dessus.
Non, c'est vrai. Hein. Ça, c'est une phrase espagnole. Sébastien était espagnol aussi. Il Sí, parle. andaluz también. Mais quand on dit est, comme dit l'autre. Tu Non, vois. c'était un plaisir de te Elle, recevoir, vraiment, Jean. merci à toi, surtout. C'est que tu vas. En plus, on est vraiment avant déjeuner en plus, donc c'est vraiment c'est Voilà, l'apéro. On prend l'apéro ensemble Pas plus, finalement. parce qu'après... Merci. Elle est formidable, la charcuterie. Dis-moi le nom. C'est Espagne Royale Épicerie Fine dans le 13e arrondissement de Paris. Merci à eux. 13e, Espagne Ils étaient Royale. contents de t'offrir ce plateau. Ils nous ont dit Merci. il y a Jean, oh, on l'adore, on va apporter Merci, ça, c'est etc. très Donc, gentil, très gentil. les amis, je vous mets le lien en cliquable sous la vidéo pour chercher le livre de Jean Reno qui s'appelle Emma, c'est XO Édition. Il est génial. On a passé, moi, j'ai passé plusieurs soirs à le lire à la maison. Je me suis vraiment éclaté. Et si vous aimez les romans avec de l'espionnage, une romance, Avec de l'amour. tu sais à quoi ça m'a fait penser quand je l'ai fini? Je me suis dit, ça ferait même mieux qu'un film, ça serait une super série. Parce que Pense aussi. c'est ouvert à la Mais fin. c'est le public qui va le dire. Est-ce que tu as pensé à une comédienne quand tu as écrit? Je me suis posé Mon agent m'a suggéré déjà un nom, mais j'ai dit on est un peu tôt quand même. Il faut laisser le public, oui ou non. Mais elle est de taille moyenne, elle est plutôt blonde, mais ça c'est facile à... Et elle a un regard, tu vois, elle a beaucoup de personnalité. C'est pas quelqu'un qui subit la vie. Malgré tout ce qui lui arrive, elle est debout. C'est un personnage que tu as vraiment rencontré, Emma, masseuse. Non. Elle s'appelle pas comme ça, mais tu es inspiré d'une masseuse. Oui, c'est né avec une dame qui m'a fait un massage, et à ma femme aussi, et qui avait une technique extraordinaire, et je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Et donc le personnage est venu, mais j'ai oublié la masseuse de cette époque physiquement. Et celle-ci, elle est venue tout doucement, tout doucement. Moi, je vois à un moment donné, j'avais une grande contradiction, j'étais en Tchécoslovaquie, on tournait les loups-garous qui vont sortir, je crois, en octobre. Et Emma est venue me voir, j'ai dit, allez, laisse-moi tomber. Non, pas là, j'ai pas le temps, là, non, je fais autre chose. Et donc, elle est partie. Et j'étais dans ma chambre, c'était un jour où je ne travaillais pas, et il pleuvait à Prague. Et est arrivée une autre jeune femme, un peu plus petite, les cheveux courts, à la Suzy Wong, un peu japonaise. Avec un imperméable, et elle a serré sa ceinture, et elle m'a regardé, et j'ai compris son prénom. Je te raconte pas plus, mais c'est une histoire beaucoup plus noire. C'est la suite? Non, c'est pas la suite de ça. Elle s'appelle Justine, pour te dire la vérité, et c'est une autre histoire, parce qu'elle est sombre, ça se passe en Irlande, et elle va rencontrer un homme qui est une horreur. Donc je vais voir comment je deal. Et je sais pourquoi elle est là. Elle est là parce qu'on doit lui rendre des comptes. C'est autre chose, tout à fait autre chose. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'être venu. Merci à toi. C'était un C'était plaisir de formidable. t'avoir. Formidable. Merci à vous tous les amis. Tous les mercredis, vendredis et dimanches, on met une interview. Merci d'être là de plus en plus nombreux avec nous, à nous suivre sur Légende, à vous abonner à la chaîne. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire, vos avis, sur tout ce dont on a parlé durant toute cette émission. On a vraiment passé un bon moment. J'espère que vous avez aimé aussi. On se retrouve à la prochaine émission. Salut tout le monde.